Des femmes voilées ou non, des couples qui se tiennent par la main, des hommes paisibles qui discutent à l'ombre des acacias. À moins de 50 km de l'État islamique, la Turquie offre un havre de paix à ceux qui ont fui le nouvel ordre de Daesh. C'est ici, à Gaziantep et à Urfa, que je vais aller à leur rencontre. Certains furent soumis un temps aux djihadistes, d'autres s'en sont affranchis au plus vite. C'est le cas de Rana, jeune bachelière qui vivait en Syrie il y a encore peu, avec sa famille. Je l'ai d'ailleurs connue là-bas il y a un an. Depuis, ils se sont échappés de l'emprise des terroristes, qui commence toujours de la même manière, l'enfermement symbolique des femmes. Ah, ça, c'est obligatoire. Des patrouilles pour suivre les filles qui ne sont pas en tenue. Oui, des patrouilles de femmes. Des Syriennes? Non, pas des Syriennes, des Égyptiennes. Une fois, j'ai été interpellée par une Égyptienne. J'allais juste à côté dans ma rue, habillée normalement. Une voiture s'est arrêtée. C'est un homme qui conduisait? Oui, conduite par un homme. La femme m'a demandé pourquoi j'étais habillée comme ça. J'ai demandé, que faut-il que je mette? Rana, comme sa famille, ne veut pas nous montrer son visage. Trop dangereux. Elle veut pouvoir un jour revenir en Syrie, sereinement. Voilà le niqab. Et comment tu peux voir devant toi? Les yeux peuvent être visibles. Je soulève le voile quand je marche en ville pour voir mon chemin. Il y a combien d'épaisseur? Il y a 2 épaisseurs de voile. Le deuxième doit être abattu sur le visage quand je voyage. Et quand tu marches en ville? En ville, c'est comme ça. Avant, on sortait habillé normalement. Là, c'est à l'école avec mes copines, quand on a toutes été obligés de mettre la tenue réglementaire. On se regardait étrangement et on rigolait. On se disait, il est beau le modèle de ton abaya. Comme on disait avant, il est beau ton t-shirt ou ton pantalon. Rire quand on porte à pleurer. Rana, ses 2 frères et ses parents ne se sont pas posés plus de questions. Il fallait fuir et abandonner la vie d'antan, notamment un poste de fonctionnaire pour la mère de famille. Quand Daesh a tout dominé, toute la vie a été bouleversée. On a été obligés de partir quand ils ont chassé l'armée libre. Il n'y avait plus d'université pour mes 2 fils étudiants. Et pour ma fille, avec cette rigueur imposée aux femmes, c'était devenu trop insupportable. C'était donc difficile pour nous de rester à Raqqa. Il nous fallait absolument partir. Et le reste de la famille? Ils ont été forcés de s'adapter aux nouvelles conditions de vie. Tout le monde n'a pas les moyens de partir. Rana et sa famille ne retourneront pas de sitôt à Raqqa, une ville de 300 000 habitants, première à passer sous le contrôle absolu de l'État islamique dès la fin 2013. Ces images ont été produites par Daesh, acronyme arabe de l'État islamique en Irak et en Syrie. Elles racontent leur épopée, une propagande à leur gloire. Avec leur drapeau noir frappé de la profession de foi musulmane, ces hommes, des descendants d'Al-Qaïda en Irak, s'introduisent en Syrie début 2013 à la faveur du chaos et du vide laissé par la guerre contre Bachar el-Assad. Des djihadistes du monde entier les rejoignent, de 80 nationalités différentes. Leur conquête d'une partie de l'Irak juste avant l'été est une victoire fulgurante. En moins de 48 heures, quelques milliers de djihadistes prennent les régions sunnites du nord-ouest et approchent Bagdad. L'armée irakienne est en déroute
Daesh filme ses exploits façon blockbuster américain et les diffuse sur Internet pour en faire la promotion. Un djihadistan à cheval sur l'Irak et la Syrie est né, grand comme le Royaume-Uni. Un califat est proclamé. Son chef, l'Irakien Abu Bakr al-Baghdadi, fait sa première apparition publique dans une mosquée de Mossoul. Daesh a pratiquement tous les attributs d'un État. Continuité territoriale, chef d'État, gouvernement, population, armée puissante équipée de matériel américain saisi dans les dépôts de l'armée irakienne. Retour au sud de la Turquie. L'Euphrate éloigne de quelques mètres seulement le territoire de Daesh. Cette ancienne institutrice a quitté son village de l'autre côté du fleuve. Il s'appelle Jarablus. Des massacres de grande ampleur y ont eu lieu. Des décapitations par dizaines. Jarablus, c'est par là. Et devant, il y a un village kurde. Regardez, d'ailleurs, on voit le drapeau noir. En ce moment, il y a des affrontements entre les Kurdes et Daesh. Au deuxième trimestre, il n'y avait déjà plus d'école à Jarablus. Des cours étaient organisés à la mosquée selon un nouveau programme, avec des maîtres formés par Daesh pour enseigner aux enfants. Ils organisent aussi des cours pour les femmes, des séances d'endoctrinement, etc. En pleine interview avec l'institutrice, un homme nous rejoint. Il est ouvrier agricole et a fui lui aussi le village de Jarablus. Il avait participé à la bataille sanglante du début de l'année 2014 aux côtés des résistants syriens contre Daesh. On a été forcés de partir car on s'est battu contre Daesh. On a combattu pendant 2 mois dans la région. 2 de mes frères ont été tués ainsi que des cousins. 22 morts au total dans la famille. Ils ont tout, de l'argent, tout. Ils sont très forts. Ils reçoivent tout d'Irak. Au début, ils se sont introduits progressivement à Jarablus. Ils venaient d'Alep. Ils ne se mêlaient pas du tout de la vie des gens. Les gens d'ailleurs les respectaient parce qu'ils se tenaient à l'écart. Ils n'approchaient absolument pas les civils. Une fois, il y a eu un problème entre 2 tribus. Ils sont venus régler les choses en médiateur. Mais après ça, ils ont commencé à tout dominer et à se mêler de toutes les affaires de la ville. Avant les crimes et les égorgements, les gens les ont plutôt bien accueillis. Tout le monde était en quête de sécurité. Les djihadistes sont arrivés dans les villes avec un double visage. Dans leurs films de propagande, ils se montrent souriants, voire aimables. Avec leur faux air affable, ils vont auprès des commerçants, comme dans cette scène par exemple, les convainquant d'enlever une robe moulante sur un mannequin. Une image jugée indécente qu'ils vont jusqu'à flouter dans leurs vidéos. Mais après, gare à ceux qui ne suivront pas leurs règles imposées dans toute la vie quotidienne. Là, c'est l'affluence devant une boulangerie. Au début, il se sont arrêtés devant une boulangerie. Ils ont commencé à
Cet homme de Daesh, avec son bâton à la main, surveille les gens et les corrige au besoin. Ce jeune activiste me présente ces images tournées clandestinement dans les rues de Raqqa. Il doit cacher son visage par peur des représailles contre sa famille. Ça, c'est le souk. Oui, c'est le souk principal. Ici, l'église a été investie par Daesh. Ils ont brisé la croix en haut et brûlé les livres religieux à l'intérieur. Ils l'ont transformé en centre de sensibilisation, puis ils ont posé leur drapeau. Là, c'est le tribunal islamique, bien connu. Il y a une section spécialisée pour les hommes, une autre pour les femmes. Là, ce sont les magasins de l'artère centrale, fermés à l'heure de la prière. Tout contrevenant est puni. Qu'est-ce qui est marqué sur les magasins? Ils sont estampillés service islamique. C'est l'enregistrement pour le paiement des taxes, y compris les frais d'électricité, d'eau, de nettoyage. Tout cela s'élève par mois à 50 €. 50 € par magasin. Avec leurs lois et leur administration, ces hordes de terroristes obscurantistes commencent-ils à établir une sorte d'État? Daesh a en tout cas profité du chaos pour installer un ordre, comme me le confirme ce blogueur tout juste sorti d'Alep. Le plus important, c'est qu'ils ont l'organisation nécessaire et qu'ils sont capables de payer les salaires, de ramasser les taxes, d'avoir une police dans les rues. Certes, une police primitive, qui frappe les gens avec des bâtons, qui les poursuit pour la cigarette ou pour la prière, mais c'est une vraie police. Leurs tribunaux sont expéditifs, mais la sécurité est assurée. Les gens sont rassurés, d'autant que les zones qu'ils contrôlent ne sont pas bombardées par le régime. Ceux qui vivent dans les zones sous contrôle de Daesh souffrent des pressions pour la prière ou pour le voile des femmes. Mais ce sont des détails. En contrepartie, les gens sont en sécurité. Leurs droits sont protégés. Une institution a été mise en place. Des institutions d'État. Des institutions d'État, mais avec quels moyens? Daesh ne néglige aucune ressource. Des contraventions pour absence à la prière ou encore pour consommation illégale de tabac sont rigoureusement encaissées et enregistrées, comme ici dans ces classeurs. L'ouvrier agricole qui les a combattus avant de fuir en Turquie me raconte les détails de ces contraventions. Peu à peu, ils ont commencé avec le tabac, par exemple. Celui qu'ils attrapaient en train de fumer une cigarette dans la rue, on lui imposait une amende équivalente à 20 €. Pour la femme qui sort sans voile, l'amende peut atteindre 180 €. Petit à petit, les prélèvements se sont multipliés. L'agriculteur doit payer le zakat pour son terrain et sa récolte. On paye aussi pour la voiture. Tout est imposé. Taxes, amendes, rançons, mainmise sur les récoltes de blé. Daesh est la formation terroriste la plus riche qui ait jamais existé. Sa fortune est estimée à plus de 2 milliards $. Sa ressource la plus importante est l'or noir. Les djihadistes se sont emparés de riches régions pétrolifères en Syrie et en Irak. Ces installations ont d'ailleurs été ciblées par les premières frappes américaines courant septembre.
Cet ingénieur de la région de Deir ez-Zor travaillait dans l'industrie du pétrole jusqu'à l'arrivée de Daesh. La production syrienne avant la révolution, il y a 4 ans, variait entre 350 et 400 000 barils par jour. Après la deuxième année, la production a baissé considérablement, jusqu'à presque rien. Avec la prise de contrôle par Daesh de vastes territoires, l'exploitation a repris en grand. Le revenu précis est difficile à évaluer, compte tenu des variations de production et des marchés, de l'offre et de la demande. Donc, difficile de donner un chiffre précis, mais le minimum reste énorme. L'abandon des champs de pétrole par le régime de Bachar el-Assad fin 2012 a ouvert la voie à une exploitation sauvage, dévastatrice pour l'environnement, la santé et les réserves de pétrole. De l'extraction à la vente, à travers des réseaux de contrebande en Turquie ou au régime de Bachar el-Assad, les hydrocarbures rapportent en moyenne 2 millions de dollars par jour à Daesh. Je suis parti le jour même où Daesh a investi ma région. Je ne voulais surtout pas coopérer avec eux, parce que je suis en désaccord avec eux sur tous les plans. Ils ont pour politique de garder les cadres, les ingénieurs et les techniciens. Certains étaient partis dès que le régime de Bachar a abandonné la région, puis d'autres à l'arrivée de Daesh. Mais on a demandé aux derniers de rester, en leur offrant de bons salaires et tout ce dont ils ont besoin. Il s'agit d'une organisation qui existe depuis des années et qui a gagné en expérience en Irak, puis en Syrie. Cette expérience leur a permis de disposer de cadres et d'experts. En plus, nombre de djihadistes arabes ou européens qui viennent sont diplômés et compétents, y compris dans le pétrole. Ils viennent pour combattre au départ. Mais quand ils ont des compétences, on les appelle ailleurs. On trouve donc des hommes diplômés en pétrole et engagés dans l'État islamique. Les offres de recrutement se multiplient à travers tous leurs relais de communication, dont cette revue mensuelle, publiée en arabe et en anglais. À l'intérieur, un appel à émigrer, à la hijra, et plus spécifiquement, un appel à tous les musulmans diplômés, médecins, ingénieurs, universitaires et autres spécialistes. Daesh affiche donc de grandes ambitions pour son califat. Mais la terreur reste son principal mode d'action au quotidien pour la population. Là, c'est le carrefour Al-Naïm, où ont lieu les décapitations. Les têtes coupées sont accrochées sur ces drapeaux noirs au milieu. Toutes les semaines, 2 ou 3 exécutés ont leur tête accrochée ici. On les voit se balancer. Ils sont exécutés pour toutes sortes de prétextes, pro-régime Bachar el-Assad ou n'importe quoi d'autre. Les habitants de Raqqa appellent maintenant cette place le carrefour de la mort ou de l'enfer. Parce qu'il y a toujours du sang, des cadavres qui sont laissés 2 ou 3 jours. Ensuite, les médias de Daesh viennent tourner les images et les diffuser. Et là, sur cette place, c'est là où ont lieu les crucifixions. La crucifixion après exécution est le sort réservé aux renégats, ceux qui renient la religion, soit, pour Daesh, tous ceux qui ne se rallient pas à eux. Un ancien enseignant me l'explique.
Il a combattu un temps auprès des djihadistes avant de déserter. Tout homme qui n'appartient pas à l'État islamique, qui ne se soumet pas à lui, avec ses armes, sa pensée, ses paroles et ses actes, est considéré comme renégat. C'est un jugement terrible. Comment accuser un cousin, un ancien collègue ou un voisin de renégat alors que j'étais avec lui peu avant, en frère d'armes ou camarade d'école? Un dilemme ingérable pour cet ancien enseignant qui n'avait pas mesuré au départ toute la violence des hommes de Daesh. Ma tribu s'était mise sous la protection de Daesh pour être défendue. Parce que cette organisation fournit de l'argent, des armes et des combattants à ceux qui la rallient. En toute honnêteté, au début, quand Daesh est apparu, comme tout musulman, j'étais pour un État islamique. L'idée est bonne au départ, y compris celle d'un califat bien guidé, qui est une référence historique et un désir pour tout musulman. Mais quand on a vu le comportement de l'État islamique et ce qu'il a fait aux nôtres, notamment aux tribus, on a changé notre regard. Cette extrême brutalité touche tous les habitants au quotidien. Milad a voulu en rendre compte. Il a donc filmé ses exactions au péril de sa vie. Un jour, il fut arrêté pour cela. J'étais au 4e étage. J'ai déchiré le rideau et j'ai filmé une exécution. C'est pour ça que j'ai été arrêté, comme tous les activistes médias qui documentent leurs exactions. Milad fut détenu pendant 13 jours par Daesh dans un hôpital pédiatrique d'Alep, transformé en prison. Il profite d'une attaque de l'armée syrienne libre contre les djihadistes pour s'évader. Mais en retournant sur les lieux le soir même, il découvre les corps de ses co-détenus, visiblement tués depuis quelques jours déjà par Daesh. Ces deux personnes étaient dans la même cellule que moi. Je pensais qu'elles avaient été libérées, mais j'ai découvert en revenant qu'elles avaient été exécutées et leurs corps jetés à 50 mètres de la prison. Il y avait aussi d'autres cadavres de détenus, y compris des activistes médias comme moi. Mais ces deux-là étaient dans ma cellule. Je les ai bien connus. Ils ont été tués parce qu'ils avaient refusé de se convertir à l'islam. C'étaient des Arméniens. Un jour, on avait entendu l'appel de leur nom quand on était détenus. On pensait qu'ils allaient être libérés. En fait, ils ont été liquidés avec 50 à 60 autres personnes. Cet épisode a marqué Milad, mais il veut rester positif. Heureusement que des résistants forts ont su mettre en déroute Daesh à Alep. Sinon, on serait dans la même situation qu'à Raqqa ou à Deir ez-Zor, où des groupes armés leur ont fait allégeance ou ont été battus. L'assaut de la prison d'Alep par l'armée syrienne libre est une preuve que Daesh n'est pas invincible. De surcroît, les atrocités commises par les djihadistes finissent parfois par dégoûter ceux qui les avaient ralliés. Au début, comme d'ailleurs certains groupes de l'armée libre, on ne voulait pas les combattre, au nom de la solidarité entre musulmans. Mais après avoir découvert la vérité sur l'État islamique, il y a eu unanimité pour les combattre. Cette unanimité sur le terrain, comme au sein de la communauté internationale, désormais mobilisée dans la guerre contre Daesh, viendra-t-elle à bout de cette invasion barbare? Il faut mettre fin à cette situation. Comment? Par une action militaire, premièrement. Mais leur défaite militaire, à un endroit donné, ne fera que les chasser vers un autre endroit. Comme les talibans en Afghanistan. Ils réapparaîtront. Après la Syrie, en Arabie Saoudite, aux Émirats, ou à nouveau en Algérie. Toute la région est menacée par ce retour. Seule l'apparition d'un nouveau modèle apportant une solution politique, un projet convaincant, stable et acceptable, peut venir à bout des crises.
Pour Mustafa Al-Jarf, le rejet de Daesh pourrait amener ce nouveau modèle. Car aujourd'hui, le paroxysme de la terreur est tel que tous les musulmans, toutes classes confondues, vont être obligés de repenser leur religion. Ces gens-là croient purifier la société. Mais il s'agit d'une agression de l'islam politique qui démantèle la religion elle-même. Pour moi, il s'agit du début intellectuel et social de la laïcité. Tout ce que les gens croyaient, sans réfléchir, sur le bien et le mal de la religion, est aujourd'hui mis en doute par les pratiques extrémistes, provoquant une remise en question bien plus intéressante que celle proposée jusqu'à présent par les libéraux et laïcs, parce qu'elle touche des couches populaires qui n'ont pas accès au matériel intellectuel. Et ça, c'est très nouveau. Je quitte la Turquie en m'accrochant à cette note optimiste, mais ne peux m'empêcher de penser à tous ceux qui viennent de me parler. Combien encore vont traverser la frontière pour quitter l'enfer de Daesh? Combien encore vont supporter, à quelques kilomètres de là, une puissance destructrice, née d'un chaos qu'elle ne fait que perpétuer?